Chères étudiantes, chers étudiants, bienvenue à notre troisième cours d'enquête de terrain. Nous avions parlé la fois dernière de la notion de terrain en STL et des méthodes empirico-inductives. Aujourd'hui, nous parlerons des objectifs du mémoire de fin d'études et des objectifs de l'enquête. Et ensuite, nous aborderons la question du corpus. Un mot qui peut faire peur aux étudiants parfois, qui peut sembler un peu compliqué, mais on va voir que c'est quelque chose de très simple. Donc, nous allons passer en revue un certain nombre de définitions pour expliquer ce que c'est qu'un corpus, et vous allez voir, c'est quelque chose de très simple. Alors, j'ai préparé une présentation, comme toujours. Attendez, oui, voilà, je partage. Comme ça. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir me voir gesticuler à l'autre bout de l'écran. Alors, le troisième cours, donc c'est les objectifs du mémoire, les objectifs de l'enquête et qu'est-ce qu'un corpus? C'est le plan de notre cours. Alors, les objectifs du mémoire, alors il faut comprendre et savoir qu'il y a deux sortes d'objectifs. Il y a les objectifs du mémoire de fin d'études et il y a les objectifs de l'enquête. Les objectifs de l'enquête font partie des objectifs on va dire, généraux du mémoire, des objectifs généraux donc, du mémoire de fin d'études. Alors, les objectifs de recherche du mémoire doivent être formulés. Donc, quand je dis un projet de recherche ou un mémoire, c'est la même chose. Les objectifs de recherche ou du mémoire doivent être formulés dans l'introduction. Donc, dans votre introduction, on va voir après, mais dans méthodologie de la recherche, comment on conçoit son introduction et l'introduction à son mémoire de fin d'études. Vous allez voir qu'on commence par une introduction, ensuite on montre ou on dit, ou on exprime nos motivations personnelles, je l'ai dit la dernière fois, et disciplinaires. Nous présentons les objectifs de notre mémoire et ensuite on annonce la problématique, ainsi de suite. Bon, on peut procéder aussi autrement, tout dépend aussi de comment vous y prenez pour rédiger votre problématique, votre introduction, pardon, mais dans l'ensemble, c'est ça l'ordre l'ordre des qui doit apparaître dans l'introduction. Alors, les objectifs de recherche ou les objectifs du mémoire servent à préciser l'intention de recherche, à préciser l'idée principale de la recherche, d'accord? Donc, il s'agit de dire ce qu'on fait ou ce qu'on compte faire, on compte identifier des facteurs, un phénomène, décrire un phénomène, déterminer, démontrer, etc. Donc, on fait un travail de recherche, mais dans quel objectif? Pourquoi? Le pourquoi du travail. Et le pourquoi du travail donne toute sa valeur au travail, donne son importance au travail, montre l'importance du travail que nous menons et l'importance du sujet aussi sur lequel nous travaillons. Alors, un des objectifs de la recherche peut consister à faire l'état de la production scientifique sur une question. Ça peut être un objectif, un de nos objectifs du mémoire, comme je l'ai dit dans le cours de méthodologie, quand j'ai abordé la question de l'état de l'art sur le sujet. L'état de l'art sur le sujet peut être un objectif parmi d'autres, c'est-à-dire il y a une question que j'aborde, un sujet sur lequel je travaille, un phénomène sur lequel je travaille, et il y a des travaux scientifiques qui ont été faits sur ce sujet, et j'ai un avis, j'ai une opinion, j'ai une position par rapport à ce qui a été fait, et mon objectif n'est pas seulement de travailler sur ce sujet ou cet objet de recherche, d'essayer de le vérifier ou de voir comment fonctionne, par exemple, l'alternance des codes dans un domaine donné, ou comment fonctionne le plurilinguisme dans un domaine donné. Mon objectif, c'est aussi de dire
de donner un avis sur les travaux ou sur un aspect des travaux qui ont été faits sur ce sujet. Donc, j'ai plusieurs objectifs de recherche dans un mémoire de fin d'études et l'état de l'art peut constituer un des points importants, un des objectifs de ma recherche. Alors, je l'ai dit, l'objectif de la recherche peut consister à faire l'état de la production scientifique sur une question. Il peut servir à discuter des idées de recherche, des positions des chercheurs autour d'un sujet. Et ça donne une certaine originalité à votre travail dans la mesure où vous impliquez dans le travail et vous montrez que vous avez lu, que vous avez compris, qu'il y a des aspects qui vous gênent, il y a des aspects qui vous intéressent, il y a des aspects qui vous ont fait réfléchir. Donc, c'est très important de ne pas faire de la compilation théorique dans cette partie du mémoire de fin d'études, mais d'aborder les choses d'une façon originale. Ça aussi, ça peut faire l'originalité de votre travail. Il n'y a pas que le sujet, mais la façon d'aborder le sujet, de traiter le sujet, de broder autour du sujet, mais c'est pas péjoratif, de réfléchir autour du sujet ou de ce qui a été fait sur le sujet. Donc ça aussi, ça fait partie, ça peut faire l'originalité, je l'ai dit, je le répète, de votre travail. Alors, il s'agit de formuler aussi les objectifs. Formuler les objectifs sert aussi à montrer la pertinence, je l'ai dit, l'utilité du sujet abordé, l'utilité sociale d'un sujet, d'accord? Je réfléchis sur un sujet, je traite un sujet pour apporter des solutions, pour dépassionner un débat sur autour d'une question qui a fait polémique, par exemple. Donc, on est un peu dans la sociolinguistique ou dans la recherche en sciences du langage engagé, interventionniste. Donc, on a un objectif. On veut régler un problème social, un problème, une crise, un état de tension, etc. Et il y a aussi l'utilité théorique. Donc, le sujet peut aussi avoir une utilité théorique, peut enrichir le débat sur une question théorique sans forcément avoir une incidence sociale. Alors, nous avons donc les objectifs du mémoire de fin d'études et je vous ai donné donc l'exemple de l'état de l'art qui peut donc être considéré comme un des objectifs du mémoire de recherche dans la première partie dite théorique. Ensuite, il y a les objectifs de l'enquête. Donc, quand vous allez mener une enquête dans la partie dite empirique ou dans la partie dite pratique, là, vous allez aborder non seulement le sujet, mais les sous-questions et les questions de recherche que vous avez élaborées autour du sujet. Donc, l'enquête de terrain va avoir plusieurs objectifs et parmi ces objectifs, vous avez la vérification de ces questions de recherche que l'on appelle traditionnellement les hypothèses. Donc, toutes les questions de recherche que vous avez formulées, vous allez essayer de les vérifier par le biais de votre enquête de terrain, par le biais des outils d'investigation que vous allez mobiliser pour enquêter. Et donc, on doit retrouver en principe dans vos questionnaires, dans vos entretiens, dans les extraits que vous allez collecter, extraits de corpus, par exemple, ou dans ce qu'on appelle la documentation qui préexiste à la recherche, qui n'est pas destinée à la recherche dans un premier temps, mais qu'on va exploiter, s'en servir comme corpus, des journaux, par exemple, des romans, hein, si je fais une étude stylistique ou même sur la question des langues, ça peut se faire, hein. Mais on est dans l'analyse du discours de fiction, pardon, le discours épilinguistique. Et donc, ce sont des
des corpus qui vont nous servir à vérifier les questions de recherche que nous avons posées au préalable. Alors, ils vont nous permettre d'apporter des éléments de réponse à ces sous-questions, à ces questions de recherche. Alors, il faut savoir aussi que le type de question de recherche est déterminé par les objectifs, d'accord? Le type de question de recherche, par exemple, si je pose une question descriptive, quels sont les facteurs voilà, qui contribuent à… je peux poser une question explicative qui porte sur le quoi, le pourquoi, le comment. Et donc, l'objectif est de savoir quelque chose et de comprendre quelque chose et de savoir le pourquoi de quelque chose, de savoir le quoi ou la raison à l'origine de quelque chose. Et il faut savoir aussi que le type, que les objectifs aussi sont déterminés par le type de recherche et le choix des outils d'enquête. Alors, la méthode d'enquête doit aussi être adaptée aux objectifs de l'enquête, aux objectifs de la recherche et au type d'enquête. Donc, on peut mener une enquête qualitative, quantitative, et la méthode, elle doit être adaptée aux objectifs de l'enquête. Les objectifs de la recherche, aux objectifs de la recherche, pardon, et au type d'enquête, si l'enquête elle est qualitative, par exemple. On doit aussi adapter les outils méthodologiques au terrain et à d'autres contraintes. Si je ne peux pas procéder à des enregistrements, par exemple, je vais créer une situation artificielle à partir de laquelle je vais pouvoir collecter du corpus. Donc, il faut adapter aussi la méthodologie au terrain. Alors, quand on fait un questionnaire, quand on fait un entretien où il y a des questions qui servent ou qui aspirent, qui sont là pour répondre aux questions de recherche, il faut essayer de faire ce travail, de vous interroger et de vous poser la question: quelle information je veux obtenir par le biais de cette question? C'est-à-dire, si je pose cette question, la réponse que je vais obtenir, elle va me servir à quoi? Qu'est-ce que je compte avoir comme information? Qu'est-ce que je veux avoir comme information? Et en quoi cette information va m'être utile? Vous pouvez faire le travail, c'est-à-dire faire, par exemple, pour chaque, si votre questionnaire comporte 10 questions, pour chaque question, il faut expliquer le pourquoi de cette question. Vous le faites pour vous, mais vous pouvez le faire aussi pour vos lecteurs, pour montrer que, pour leur expliquer le pourquoi de vos questions et quelle information vous avez voulu avoir en posant cette question. Bien. Alors, qu'est-ce qu'un corpus maintenant? Alors, j'ai beaucoup de citations. On va essayer de les lire et de les expliquer. La plupart sont claires. Alors, les corpus sont ainsi, donc c'est une définition de Franck Neveu dans le dictionnaire des sciences du langage. Les corpus sont ainsi des artefacts, c'est-à-dire des objets construits. C'est pas des objets, c'est pas une donnée, c'est du construit. Leur construction répond à un programme de recherche déterminé par un certain type d'usage langagier dont ils sont censés n'offrir qu'une représentation partielle. Donc, objet construit, leur construction répond à un programme de recherche déterminé par un certain type d'usage langagier dont ils sont censés n'offrir qu'une représentation partielle. C'est-à-dire que le choix du corpus se fait selon l'intention du chercheur. Qu'est-ce que je veux chercher? Qu'est-ce que je veux collecter comme information? Donc, un programme de recherche préalable. Et qu'est-ce que je veux collecter comme usage langagier, puisqu'on est en sciences du langage. Et il précise aussi que ce corpus n'offre qu'une représentation partielle, c'est-à-dire il ne peut pas être exhaustif, il ne peut pas être englober tous les usages langagiers dans leur diversité. Nous n'aurons de toutes les façons qu'un échantillon, sans tomber dans les conceptions positivistes non plus, mais qu'un échantillon des usages. Et de toutes les façons, les travaux que nous faisons s'inscrivent dans des approches qualitatives compréhensives, donc nous n'avons pas besoin de beaucoup de données, mais des données assez représentatives.
Et on va voir un peu pour les critères de représentativité par la suite que la représentativité n'est pas aussi pertinente qu'un autre critère qui est la significativité, c'est-à-dire la recherche du sens, la recherche du sens que les locuteurs donnent à leur pratique. Alors, même source, donc Franck Neveu dit aussi que le corpus est une collection de ressources à partir de critères linguistiques explicites et destinés à servir d'échantillons représentatifs. Donc, c'est à peu près la même chose. Mais il y a des critères linguistiques qui aussi président au choix du corpus ou à la collecte du corpus. Jean-Pierre Cuc, dans son dictionnaire de didactique du français langue étrangère, dit que le corpus, ou définit le corpus comme un ensemble de données collectées par enregistrement, par observation directe, par questionnaire ou entretien, et réunir, un ensemble de données collectées par enregistrement, observation directe, par questionnaire, et réunis pour décrire et analyser un phénomène. Donc, un ensemble de données collectées par enregistrement, par observation directe, par questionnaire ou entretien, et réunies pour décrire et analyser un phénomène. Alors, le corpus est collecté par le biais des outils d'investigation que sont le questionnaire, l'entretien, les enregistrements, les captures d'écran, on l'a dit tout à l'heure. Alors, Charaudot et Minguenot, dans le dictionnaire d'analyse du discours, définissent le corpus à partir donc, de sa définition dans les sens humain et social. Le corpus désigne les données servant de base à la description et à l'analyse d'un phénomène. Donc, si on veut analyser un phénomène, si on veut décrire d'abord et ensuite analyser un phénomène, il faut collecter un corpus. Il faut collecter un corpus et la conceptualisation se fait sur la base d'un corpus. La théorisation se fait sur la base d'un corpus. La vérification d'une théorie ou d'un concept se fait sur la base d'un corpus qui va servir à ce travail de conceptualisation, de théorisation. Alors, d'autres définitions aussi. Alors, le corpus, c'est un ensemble limité des éléments sur lesquels se base l'étude d'un phénomène linguistique. C'est la même chose. C'est un ensemble d'énoncés que l'on soumet à l'analyse. Donc, le corpus doit être soumis à une analyse. Pour récapituler, le corpus, c'est un ensemble de ressources textuelles, d'énoncés qui s'articulent autour d'un même objet d'étude, autour d'une même problématique. Le corpus sert de base à tout travail de théorisation, de conceptualisation, je viens de dire, et toute étude sur un phénomène passe par la constitution d'un corpus. Pour Cécile Canut, il s'agit d'un ensemble de données langagières construit par le chercheur en fonction de l'objectif descriptif et analytique qui est le sien. Programme de recherche dont on a parlé il y a un moment. Il n'y a pas de corpus objectivement représentatif, pas de données objectives et surtout pas les données quantitatives. Pas de généralisation déterministe acceptable à partir d'un corpus clos. Là, nous sommes dans les approches qualitatives, compréhensives, où le corpus n'est pas clos, où la donnée qualitative est une donnée ouverte, c'est-à-dire ouverte à l'interprétation, ouverte à d'autres lectures. Et il n'y a pas, en analyse qualitative, il n'y a pas de corpus représentatif. Il n'y a pas de données objectives, il n'y a pas de corpus représentatif et il n'y a pas de données quantitatives et quantifiables. Donc, nous sommes dans des corpus qui ne sont valables que le temps d'une recherche pour expliquer un phénomène. Mais si on prend l'exemple des représentations, par exemple, on part du principe que les représentations sont toujours mouvantes, qu'elles sont toujours évolutives, qu'elles sont changeantes, les représentations, les opinions, mais même les pratiques linguistiques. Donc, les données sont changeantes, les données sont évolutives et elles sont ouvertes surtout à l'interprétation qu'on en fait, qu'en font les chercheurs, notamment parce qu'il s'agit de représentation, il s'agit de discours, et tous ces éléments-là sont des éléments mouvants, c'est des éléments évolutifs, c'est des éléments
changeant. Donc, nous ne sommes plus dans la conception des sciences expérimentales, des sciences dures du corpus. Un corpus clos, ça n'existe pas en analyse qualitative. Il n'y a que des corpus ouverts, il n'y a que des corpus et que des corpus comprenant des données ouvertes, des données qualitatives. Alors, pour Philippe Blanchet, il s'agit de dégager des tendances relatives en termes de signification élaborées avec et pour les acteurs sociaux à partir d'un terrain investi en profondeur. Donc là, nous ne privilégions plus en analyse qualitative la représentativité du corpus, mais on parle plus des significations du corpus, de significativité du corpus. À partir du moment où on dégage du sens à partir d'un corpus, on peut considérer le corpus comme étant intéressant pour la recherche. Alors, on parle plus de collecte des données en analyse qualitative, on peut toujours en parler, c'est toujours utilisé, mais c'est le point de vue de Philippe Blanchet. Il est préférable de parler d'assemblage des observables que de recueil des données. Car les éléments en question ne sont pas des dons spontanés du bord du chemin, trouvés sur le bord du chemin par des informateurs et qui ne resteraient plus qu'à cueillir ou collecter. Donc, l'objet d'étude est construit à partir de nos intentions de recherche et il se construit sur le terrain par l'interaction avec l'enquêté et l'enquêteur. Alors, dans les méthodes empirico-inductives, le corpus visant à la compréhension du terrain doit être significatif et non représentatif. Les observables concernent des constructions interprétatives du monde social, là je cite Blanchet, et ces constructions visent à restituer par le biais de l'exploration du terrain, puis par les enquêtes. Donc, il y a deux étapes dans le travail de recherche sur le terrain. Il y a la phase d'exploration du terrain par la lecture, mais aussi par le fait de se renseigner auprès de personnes ressources, etc. Et il y a le travail d'enquête, proprement dit, fait par, par le biais des outils d'enquête. Alors, Patrick Charodeau, dans Dis-moi quel est ton corpus, je te dirai quelle est ta problématique. Détaille le corpus, explique en quoi consiste matériellement le corpus. Alors, c'est un recueil qui dépend du choix de la matérialité langagière, parole orale, parole écrite, du choix du support qui véhicule ces paroles. Donc, on collecte de la matière discursive, on collecte des pratiques linguistiques et donc on va choisir le support qui véhicule ces paroles en relation avec une situation de communication. Alors, pour l'écrit, nous avons les lettres, les rapports, les journaux, les tracts, les circulaires, les affiches. Et pour l'oral, nous avons la radio, la télévision, les réunions diverses, les meetings, les conversations du quotidien. Ce sont autant d'aspects qui ont des incidences sur la manière de recueillir des données, exploration du terrain, procédé d'enregistrement libre ou contraint, au su ou à l'insu des acteurs de parole. Donc, chaque type chaque corpus, on va dire, requiert une méthode adaptée, un outil d'investigation adapté et des façons de procéder sur le terrain adaptées aussi à la nature du corpus. Charodeau, oui, explique que les corpus sont constitués par des données orales, écrites, audiovisuelles, qui sont extraites de discours effectivement tenus par des locuteurs dans les échanges sociaux ou qui sont obtenues par élication, données dites, polémiques parfois fabriquées, recherche d'informations explicites auprès d'informateurs et par le biais de questionnaires aussi. Voilà, donc j'espère j'espère avoir fait le tour de la question du corpus. Il est important donc de comprendre qu'un corpus, c'est pas quelque chose de sorcier. Ce sont des éléments que l'on collecte pour tester notre objet d'étude, pour vérifier notre objet d'étude, pour comprendre le fonctionnement d'un phénomène donné et qu'il y a plusieurs types de corpus et la méthodologie du recueil de corpus doit être adaptée en fonction du type de corpus que nous comptons recueillir. Voilà, donc nous arrivons au terme de cet enregistrement. Comme toujours, si vous avez des questions,
n'hésitez pas à me les poser et nous poursuivrons la prochaine fois en abordant la méthodologie du terrain et nous enchaînerons après, par la suite, avec les différentes méthodes d'enquête et les différents outils d'enquête que l'on mobilise sur le terrain. Voilà, je vous souhaite de bien travailler et je vous dis à très bientôt pour le quatrième cours.